De toute façon, il va fatalement revenir et refaire surface, car c'est un des vieux rêves de l'humanité. 3 raisons expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Les 3 raisons, c'est des outils numériques de plus en plus performants. Les chips, les processeurs, les softwares. L'argent qui a coulé à flot ces dernières années dans la tech, et ça quand il y a du carburant, ça sort quand même, on sort quand même quelque chose. Et l'envie de nouveaux espaces qui a toujours été un moteur puissant de l'action humaine. Un métavers ou un méta-univers, c'est un monde numérique où nous pourrions tous nous projeter avec une liberté impossible dans un monde physique, en changeant instantanément d'apparence, voyager à la vitesse de la lumière, vivre des vies infinies, le rêve, quoi. Enfin, presque. Tandis que Google voulait la mort de la mort avec ses ambitions transhumanistes, qu'Amazon et Tesla se lançaient dans l'espace pour trouver de nouveaux domaines, Facebook investissait 13 milliards de dollars par an pour lancer le métaverse jusqu'à se rebaptiser Meta. Côté investissement, les chiffres font rêver ou frémir, je ne sais pas, que ce soit de la part des grandes entreprises ou des acteurs du capital risque. On parle de 120 milliards de dollars qui ont été investis en 2022, après 57 milliards de dollars en 2021. J'ai lu que la somme des investissements dans le métaverse à date, je ne sais pas si c'est en dollars courants ou dollars constants, équivalait à peu près au programme Apollo de conquête de la Lune. Donc c'est du lourd. Vous avez tous géré des budgets, on ne parle pas de cacahuètes. Alors, bulle ou Eldorado, feu de paille ou tendance lourde, fuite en avant pour Meta, ou vision prophétique de la part de son PDG Zuckerberg. L'objet de la présentation n'est pas de nous dire s'il faut investir une parcelle de terrain dans le métaverse. Je vous donne un chiffre quand même, 16 mètres carrés sur Decentraland, c'est à peu près 12 000 €. Un peu mieux que les prix parisiens. Mais c'est plutôt de nous donner sa vision des conséquences qu'aura cette technologie sur nos vies au quotidien. À l'issue de la présentation, nous vous invitons à partager bien sûr une pizza et des boissons et une tarte que Marie-Christine gentiment nous a cuisinée. Bravo. Bravo. Pour ce qui est de l'assaut, le dernier événement était un fort beau concert à la Philharmonie de Paris. Le prochain est la visite de la BNF, organisée par notre ami ici présent. Entre-temps, il y a un atelier de recherche d'emploi ou pour les jeunes, suivi d'un point carrière un peu plus tard, en janvier. Donc il y a une activité qui est assez riche et qui vous permet de voir... Le 13 janvier. 13 janvier. Il y a une doc qui est située. Bon, en plus de ça, c'est enregistré, donc ne dites pas trop de bêtises parce que vous êtes enregistré. Ça vous permettra également de jeter un coup d'œil sur le replay qui sera mis sur le site. Lucie va nous expliquer comment on y arrive. Camalini.fr. On verra un peu plus tard comment le mettre à disposition de tout le monde. Très bien, belle soirée, merci d'être venu à nouveau. Et puis, ma foi, éclatez-vous dans le métaverse, laissez-vous aller. Après tout, ça ne reste pas grand-chose. Merci pour cette introduction. Alors, je suis effectivement professeur à l'Université Paris-Saclay. Mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle l'interaction humain-machine. Dans le temps, on disait homme-machine, mais c'était plus bien, alors on a dit maintenant humain-machine. Et donc, ce qui m'intéresse, alors j'ai une formation d'ingénieur aussi, j'ai fait l'école d'ingénieur en informatique à Toulouse, l'ENSEIT, il y a de ça bien longtemps. Et après ces débuts d'ingénieur, j'ai préféré m'orienter vers la recherche. Et en fait, je suis à l'université qui est aujourd'hui Paris-Saclay, qui s'appelait avant Paris-Sud, depuis aujourd'hui exactement 40 ans. Donc ça fait une paye.
Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est formé comme ingénieur, de me confronter à l'usage des technologies numériques en particulier, parce que je pense que beaucoup de ces technologies, moi je pense que les technologies sont ni bonnes ni mauvaises ni neutres, elles sont ce qu'on en fait, et beaucoup de ces technologies numériques ont eu des effets positifs, d'autres ont eu des effets négatifs, parfois les mêmes ont eu les deux types d'effets. Et donc dans mon travail de chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment améliorer la façon dont on est capable de créer des technologies qui soient humaines, justement, et pas uniquement pour le plaisir de la technique. Alors ce soir, effectivement, je vous parle un petit peu du métavers, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup ces temps-ci, et qui a été lancé effectivement par Mark Zuckerberg, qui a déclaré que Facebook allait investir, enfin avait investi, parce que ça fait longtemps qu'ils investissent, ils ont racheté l'entreprise Oculus qui fabrique les casques il y a maintenant 7-8 ans au moins, mais qu'il investissait massivement là-dedans. On reviendra sur Facebook et la vision du métavers par Facebook. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête derrière ces annonces, c'est que l'entreprise Facebook est tributaire actuellement des plateformes sur lesquelles ces produits sont déployés. Donc, smartphone, lorsque Apple a décidé d'imposer à toutes les apps de demander l'autorisation à chaque utilisateur d'envoyer ses données personnelles à l'entreprise qui fait l'application, 70%, 80% des gens disent non, et Facebook a perdu, je crois, 6 milliards de dollars. Si demain Google Play fait la même chose, ça aura aussi un impact. Et donc Facebook, depuis un certain temps, veut en fait posséder une plateforme. De la même façon que Apple possède une plateforme et du coup la maîtrise de ce qu'ils font, du matériel et du logiciel. Et donc le pari que fait Mark Zuckerberg, c'est de dire, ben voilà, après l'informatique de bureau, après le web, après les smartphones, après les apps, ça va être le métavers. Alors, avant de détailler un peu ce qu'on entend par ce terme, il faut voir un peu quelle est la technologie qui permet de réaliser ces univers virtuels, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors d'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas une technologie nouvelle. Elle n'a certainement pas été inventée par Facebook. En fait, ici, on a un chercheur qui s'appelle Ivan Sutherland, qui, en 1968, a créé ce qui est reconnu comme étant le premier casque de réalité virtuelle. Et donc déjà à cette époque, on était capable de faire des ordinateurs assez puissants pour fabriquer des images virtuelles, et lui a tout de suite voulu en fait faire en sorte que l'utilisateur soit immergé dans ce monde, donc en ayant les images projetées devant les deux yeux, et en ayant un système qui était tellement lourd d'ailleurs qu'il devait être suspendu au plafond, sinon l'utilisateur croulait sous le poids. Mais il faut bien comprendre qu'avec ces technologies portées de casque, il faut être capable de capter les mouvements de la tête très, très précisément pour compenser ceci, pour que quand je tourne la tête à gauche, le monde tourne vers la droite, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On crée de l'espace, du cyberespace, et c'est très problématique. Alors, ces technologies, en fait, ont évolué, et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Alors, c'est un des casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché, ce n'est pas celui de Facebook. Combien d'entre vous ont déjà essayé ce type d'équipement? Ah bah voilà. Et alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est bien? Ouais. Ouais, c'est bien. Trouver le graphisme un peu pauvre. Graphisme un peu pauvre. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez frustrant, en fait, ces appareils. Bon, d'abord, ils sont quand même assez lourds. Alors, bon, l'essayer 5 minutes, c'est une chose. Passer 2 heures dedans, c'est autre chose. Il y a un autre problème, c'est que tous ces systèmes ont en fait un champ de vision assez limité. Ce qui fait que quand on est dans le monde réel, si on veut regarder à droite ou à gauche, en fait, la tête fait la moitié du chemin et les yeux font l'autre moitié. Mais là, c'est un peu comme si on avait des œillères, donc il faut vraiment beaucoup tourner la tête, ce qui ajoute à l'inconfort. Il y a la question de résolution des images, effectivement, la qualité des images. Bon, aujourd'hui, on a quand même des smartphones avec des densités de pixels qui sont, même à cette distance, pas très loin de la comment dire, oui, enfin, non, mais de la capacité de résolution de l'œil humain. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut aussi une capacité de calcul pour calculer ces images.
Et là, on est un peu face à un conflit. Est-ce qu'on met la capacité de calcul dans le casque, enfin, sur ces appendices, et dans ce cas-là, on va voir en gros ce qu'il y a dans un smartphone, qui est quand même considérable. Ou alors, on déporte cette capacité de calcul, et le casque doit être relié. Alors, il peut être relié en Wi-Fi, mais dans ce cas-là, il faut passer de l'image haute résolution. Donc, il y a une sorte quand même de compromis techniques qui doivent être trouvés avec ça. L'autre chose, c'est qu'il faut être capable de capter toujours la position de la tête très précisément pour qu'on puisse se déplacer dans cet univers, tourner la tête et que les choses se passent bien et ne nous donnent pas le mal de mer. Et enfin, pour pouvoir interagir, eh bien aujourd'hui, on utilise des poignées. Donc ces poignées sont repérées dans l'espace par le même système. En fait, pour cette technologie HTC Vive, il faut avoir un peu des trépieds comme ça avec des capteurs qui permettent de repérer dans l'espace où est la tête, où sont les poignets, et qui à partir de ça va permettre de construire dans l'univers virtuel un avatar qui est une représentation de la personne dans ce monde virtuel, qui va mimer vos gestes, qui va pouvoir suivre vos déplacements. Donc ça aujourd'hui c'est la technologie, c'est en fait cette technologie qui a motivé l'investissement dans le métavers, dans une perspective que ce soit mis à la disposition du grand public. Parce qu'on peut acheter aujourd'hui des casques pour quelques centaines d'euros. Alors ceux à quelques centaines d'euros sont pas terribles. Et ces technologies de suivi du mouvement sont relativement précises. Mais en fait, ce n'est pas la seule façon d'être dans un univers virtuel en immersion. Et une autre façon, c'est ce qu'on appelle les caves. Alors cave, ça veut dire environnement audio-vidéo immersif. Et en fait, un cave, on dit un cave, c'est pas une cave, mais c'est un cave. Et en général, au moins 3 murs sur lesquels on a de la projection par l'arrière. Ici, on a en plus le plancher, et parfois on a aussi le plafond. Donc vous êtes dans une pièce dont les 3 côtés, il y a généralement un côté ouvert, 3 côtés, le plafond, etc., sont des images projetées. Et en général, vous devez porter des lunettes, parce que pour pouvoir voir en relief, eh bien, l'être humain est doté de 2 yeux, donc on a une vision stéréoscopique. Ce que voit mon œil gauche et mon œil droit, ce n'est pas exactement pareil, et c'est un des éléments qui me permet de voir le relief. Donc en fait, sur ces écrans, il faut projeter 2 images, une pour l'œil droit, une pour l'œil gauche, et on utilise des lunettes qui sont un peu semblables à celles qu'on utilise quand on va voir un film en 3D. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez vu un film 3D, mais ça n'a pas été à la mode très longtemps. Mais c'est un peu le même principe, hein, et qui vous permet en fait de voir ces contenus en relief. C'est pour ça que dans beaucoup d'images, vous voyez, il y a une espèce de flou, là, la pyramide, on en voit 2. C'est en fait que la photo a été prise, a capté l'image de l'œil gauche superposée à celle de l'œil droit, mais la personne qui est dans la pièce voit en fait chaque image pour chaque œil. Mais là aussi, il faut suivre la position de la personne, puisqu'au fur et à mesure qu'elle va se déplacer, son point de vue change, et donc il faut mettre à jour l'affichage sur l'environnement. Donc c'est une technologie qui est très coûteuse, mais qui est actuellement très employée dans le monde industriel. Tous les constructeurs de voitures aujourd'hui, hein, Peugeot, Renault, pour ne parler que des Français, ont des caves comme ça qui leur permettent de voir leur voiture dans un environnement réaliste, de pouvoir s'asseoir dedans, etc., etc. Lorsque l'on est dans cet environnement, alors on met beaucoup l'accent sur la perception visuelle, sur l'affichage. Parce que être humain, c'est quand même le sens dominant chez nous. Mais en fait, si on veut vraiment avoir une immersion sensorielle, puisque c'est le but de ces environnements de réalité virtuelle, il faut aussi avoir du son. C'est pour ça que sur l'image précédente, on avait un casque. Dans les systèmes de cave comme celui-là, on a des haut-parleurs derrière l'écran. On veut évidemment du son 3D, c'est-à-dire que si je vois un personnage dans la scène et qu'il parle, il faut que le son vienne de sa bouche, et pas d'ailleurs. Et puis ici, ce que j'ai montré, donc ça c'est un équipement de type cave qui est dans notre laboratoire de Nissan, et c'est un bras haptique. Donc la personne ici est au milieu d'une molécule, et grâce à ce bras haptique, elle peut avoir un retour d'effort en fonction de la position de sa main dans la molécule. Elle peut avoir vraiment l'expérience du champ électronique de la molécule, savoir où est-ce que 2 molécules peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre, etc.
Et donc on peut avoir ce qu'on appelle du retour kinesthésique, c'est-à-dire de la force, ça résiste, mais également du retour, on dit, haptique, c'est-à-dire des vibrations, par exemple, pour avoir la sensation d'un milieu plus fluide ou plus granuleux, etc. Mais vous voyez que c'est quand même pas la même chose que de toucher un objet. Et évidemment, dans les métavers grand public, pour l'instant, ce sens tactile, il est complètement absent. Alors, on commence à vendre des gants qui vous font des picotements quand vous faites un geste, mais il y a quand même quelque chose de frustrant assez rapidement lorsqu'on veut, dans ces environnements, manipuler les choses, bah, c'est qu'on touche de l'air. Donc ça, ce sont les technologies de base. Alors, c'est utilisé dans le milieu industriel, donc là, c'est du vue d'artiste, hein, comme on dit, mais qui illustre en fait une approche, une variante de la réalité virtuelle qu'on appelle la réalité mixte ou la réalité augmentée, qui consiste, dans le cas précédent, en fait, l'ensemble de votre champ de vision, que ce soit avec un casque ou dans une pièce, est couvert par ce qui est synthétisé par l'ordinateur. Donc vous êtes dans un monde virtuel. Avec la réalité dite augmentée, on a en fait des casques, des visières transparentes. Donc on voit le monde physique, mais à ce monde physique, on peut ajouter des éléments virtuels. Alors vous n'avez peut-être pas joué à Pokémon Go, mais des gens dans votre famille sans doute. Ouais, ça vous dit quelque chose? Donc c'est ce jeu où, alors on utilisait un smartphone qui en fait filmait l'espace réel et qui de temps en temps faisait sortir un Pokémon de derrière un arbre, etc. Donc ça c'est de la réalité augmentée. Alors aujourd'hui on peut le faire sur des smartphones. Tous vos smartphones modernes ont un lidar et ont ce qu'il faut pour faire ça. Mais c'est plus impressionnant si on le fait avec un casque, avec une visière qui est transparente et sur laquelle sont superposées des images. Et donc il y a deux logiques qui vont s'affronter, un métavers totalement immersif où on est dans cet espace virtuel mais on est isolé du monde. Alors isolé du monde, oui et non, parce que le monde physique il est toujours autour de nous. Donc si là sur cette scène je mets un casque de réalité virtuelle et que je me balade dans mon monde, je vais me casser la figure au bout de 2 minutes parce que la marche elle est toujours là, d'accord? Vous me cognez dans un mur, etc. Mais on a quand même cette approche d'un métavers immersif qui nous isole du monde physique, et puis l'approche de la réalité augmentée, où on veut au contraire ajouter à la réalité physique des informations. Si vous connaissez Snapchat et tous les filtres qui existent pour changer, pour mettre des chapeaux sur les gens, des lunettes, etc., ça on sait aujourd'hui le faire en temps réel, sur de la vidéo d'une personne qui est en face de vous, et donc on peut comme ça, j'ai envie de dire, transformer la réalité. Alors, ici c'est un exemple effectivement d'application typiquement industrielle, où c'est beaucoup utilisé dans la revue de projet, hein, dans le monde industriel, pour que les concepteurs, les designers, les clients, les patrons puissent tourner autour d'un objet et l'examiner, etc. Mais là, on est dans de la réalité virtuelle ou augmentée, on n'est pas encore dans un métavers. Pourquoi? Parce que soit il y a une seule personne à la fois, ou s'il y en a plusieurs, en fait, l'intérêt, c'est le produit qu'on regarde, c'est l'objet qu'on regarde. C'est la même chose dans cet exemple, qui permet, alors vous avez peut-être vu que Ikea, maintenant, vous permet, à partir de son catalogue, d'un smartphone, de visualiser un meuble dans votre salle à manger, etc. Donc ça, c'est aussi une application de type réalité augmentée. Et je pense que ça, ce sont des domaines d'application qui sont assez prometteurs pour le domaine du marketing, mais aussi pour le domaine du design, pour le domaine de l'architecture, si on veut aller visiter un appartement sans s'y rendre, on peut aussi utiliser la technique immersive. Donc ça, c'est un peu la technologie et l'idée qui court depuis au moins 1968, de créer des mondes virtuels dans lesquels on peut être immergé. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est en fait la puissance de cette immersion. Alors, beaucoup d'entre vous ont essayé un casque de réalité virtuelle, je ne sais pas quel était le monde dans lequel vous y étiez, mais ce que l'on sait, c'est que
cette immersion lorsque on voit ses propres membres virtuels dans un monde immersif qui suit nos propres mouvements. Donc, si je vois mon bras, c'est mon bras. C'est ce qu'on appelle l'incorporation, embodiment en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose dont je sais qu'il n'est pas réel, je le considère comme mon propre corps. Et j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Donc ici, c'est un exemple de travaux qui ont été faits par une équipe INRIA, associée Antipolis, qui a travaillé avec des médecins pour utiliser la réalité virtuelle pour essayer de guérir de certaines phobies, et dans ce cas particulier de la phobie des chiens. Donc on met l'individu dans un environnement virtuel, on va avoir des chiens qu'on sait animer de manière réaliste, et on va pouvoir contrôler le comportement du chien, ce qui est un avantage par rapport à un vrai chien. Et le patient qui est là, il sait qu'il est dans un environnement virtuel, donc quelque part il ne risque rien, mais en même temps ses réactions sont les mêmes réactions de phobie qu'il a en face d'un vrai chien. Sauf que, voilà, en travaillant avec des médecins, on peut aider à maîtriser ces phobies et même à les guérir. Alors ce sentiment d'immersion, il nous permet aussi d'avoir des choses impossibles. Donc, je ne sais pas si vous voyez un truc bizarre là, en bas à droite. Donc la personne qui est là a un casque de réalité virtuelle, il y a un capteur qui suit le mouvement de sa main, et dans son casque, ce qu'il voit, c'est ça à droite, c'est-à-dire sa propre main qui suit ses mouvements, mais qui a un doigt de plus. Alors, vous savez, les mouvements de nos doigts, ils sont assez liés les uns aux autres, donc en fait, animer le 6e doigt en fonction des 5 vrais doigts, c'est pas très difficile. Mais en fait, Anatole Lécuyer, qui est le chercheur d'INRIA à Rennes, qui travaille là-dessus, est allé plus loin. En fait, lorsqu'il fait faire cette expérience, il a un pinceau et il caresse vos doigts. Et dans le casque, vous voyez le pinceau caresser les 6 doigts. Et en fait, il utilise un ordre dans le parcours des doigts qui vous fait vraiment sentir un 6e doigt. C'est un truc qu'on peut pas... Enfin voilà, il faut l'expérimenter soi-même, mais c'est vraiment très troublant. Donc c'est le sentiment d'incorporation, d'embodiment est très puissant. Ça, c'est un travail qui est fait par un collègue qui était à l'Université de Hong Kong, qui est maintenant dans notre laboratoire, Christian Sandor. Il avait fait c'était presque un jeu, en fait, pour une exposition dans une conférence. Il avait fait ce système. Alors là, on est en réalité augmentée. On voit sa vraie main, cette fois-ci, à travers un casque transparent. Tout d'un coup, cette main prend feu. Et donc, l'effet est spectaculaire. Et on secoue sa main, etc. Et les gens lui disaient, parce que bon, c'était une conférence, les gens essayent le truc 30 secondes, etc. Et plusieurs personnes me disent, mais c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression de ma main à chaud. Alors au début, ça l'a fait rigoler, on dit, ouais, non, mais c'est... Et puis, ça a quand même fait réfléchir. Il est revenu dans son labo, il a contacté des collègues physiologistes. Ils ont monté une expérimentation pour voir effectivement la réaction physiologique du corps. Lorsque vous vous brûlez, en fait, votre organisme envoie du sang pour refroidir. Et donc, ils ont mis des capteurs qui permettaient de capter le débit de sang, etc. Et effectivement, votre corps réagit comme s'il était réellement soumis à de la chaleur. Il y a une rééducation pour les gens paralysés, je crois, où on leur fait croire une jambe. Alors oui, il y a le membre fantôme. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Il y a l'expérience un petit peu similaire à celle que je montrais avant avec le 6e doigt, où on vous met votre propre bras est masqué, et il y a une prothèse qui est en plastique ou en caoutchouc, en latex, et on interagit avec cette main, et puis à un moment donné, on met un grand coup de marteau sur la main artificielle, et vous avez le réflexe de sortir la main. Et donc ça fonctionne effectivement à l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont été amputés, il y a encore des terminaisons nerveuses qui leur donnent des sensations d'un membre physique. Et donc si on reconstruit ce membre physique en réalité virtuelle, ça les aide à surmonter ce membre. Alors,
pour continuer là-dedans, un chercheur qui était à Barcelone, qui est maintenant de retour en Angleterre, Mel Slater, a beaucoup travaillé sur le sens de la présence. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir présent dans un environnement virtuel? Donc ça a donné lieu à plusieurs expérimentations. Celle-là, c'est la manière dont... Alors, ils disent ici que ça, c'est ce qu'on appelle un avatar, c'est-à-dire la représentation dans l'espace virtuel d'une personne qui est dans l'espace physique et qui est en immersion. Alors cet avatar, on peut se voir soi-même dans l'espace virtuel, et là l'idée c'était de faire une sorte de miroir, mais l'apparence de l'avatar est différente de l'apparence de la personne. Donc ici c'est une personne, on ne voit pas sans voir, elle est corpulente, et on la fait se voir comme une personne qui est mince. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est que ça a effectivement un effet sur la perception de soi. Mais en fait, ça a aussi un effet dans des environnements collaboratifs. Alors là, on peut dire, ça peut être un métavers, puisqu'un métavers, et ça me permet d'arriver à ma définition, c'est un environnement virtuel. Bon. C'est un environnement virtuel dans lequel plusieurs personnes sont représentées par des avatars, et donc peuvent communiquer entre elles, peuvent éventuellement interagir avec des objets, peuvent se parler, peuvent se voir. Donc beaucoup de technologies de réalité virtuelle ne sont pas des métavers parce qu'elles ne sont pas faites pour être collaboratives. Ici, la raison d'être, j'ai envie de dire, du terme métavers, c'est un lieu social finalement, un environnement social où les personnes peuvent se retrouver, interagir, collaborer ensemble. Dans cette expérimentation, alors ce qui est évidemment très commun, comme dans les jeux vidéo ou comme quand on s'inscrit sur des sites en ligne de chat, etc., on donne son profil. Bon, ici, on doit configurer son avatar. Et évidemment, les gens configurent un avatar qui ne leur ressemble pas. Donc, Mel Slater a voulu tester l'effet de cet échange de corps. Et donc, il fait rencontrer, là, il y a 2, 4, 5, 6 personnes. Donc, il prend des personnes qui passent dans la rue, on va dire. Il les fait se rencontrer, échanger entre elles. Et puis après, il leur fait mettre un casque de réalité virtuelle. Et chacun et chacune est dans un corps différent. Donc, un homme va être dans un corps de femme, une femme dans un corps d'homme, une personne blanche dans un corps d'une personne noire, etc. Et dans ces métavers, et c'est aussi une caractéristique, à mon avis, distingue des métavers d'autres environnements, c'est qu'on se voit soi-même. C'est-à-dire qu'on est un peu comme, détaché de son propre corps. Mais comme le corps de son avatar, on le voit et il mime exactement nos gestes, cette incorporation fonctionne. C'est-à-dire que le corps qu'on voit, c'est nous, c'est vraiment nous. Et donc, il a mis en place un protocole ici, où les gens commencent à discuter. Et en fait, deux des personnes sont des compères, et à un moment donné, l'un va agresser verbalement la femme qui est assise au fond. Donc, une scène de harcèlement. Et en fait, ce qui a été observé, c'est que la réaction du groupe, elle est liée, en fait, à l'apparence de leur avatar. Les gens réagissent par rapport au corps qu'ils voient, qu'ils se voient et qu'ils voient des autres. Et non seulement ça, mais après justement avoir été exposé à des scènes comme ça, c'est-à-dire un homme dans un corps de femme qui est soumis à du harcèlement, qui a fait l'expérience de ce que c'est pour une femme d'être harcelée, l'effet sur son comportement, qu'on peut mesurer par les études comportementales, dure après qu'il soit sorti du métavers, pour ainsi dire, revenu dans le monde physique. Et des chercheurs de Lyon ont montré que voilà, ça pouvait durer une quinzaine de jours, etc. Et donc ça veut dire que c'est un moyen de sensibiliser au phénomène de discrimination, hein, au sens large, et que ça peut vraiment changer le comportement des gens. Et mon dernier exemple ici, c'est toujours Mel Slater, qui a reproduit l'expérience de Milgram. Bon, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Milgram. Milgram est un sociologue, psychologue de Stanford, qui avait, au sortir de la guerre, enfin, dans les années 60, on va dire, une hypothèse sur le fait que la montée du nazisme en Allemagne pouvait s'expliquer par le fait que le peuple allemand était obéissant. Il obéissait à l'autorité. Et donc,
donc c'était soumis à l'autorité, et qu'un truc comme ça ne pouvait pas se passer aux États-Unis. Et donc il a inventé une expérimentation, il fait venir 2 personnes, il lui dit, bon voilà, toi tu vas être l'expérimentateur, et toi le sujet de l'expérience, et ils vont chacun dans une salle différente. À partir de là, l'expérimentateur ne voit plus l'autre personne, et il y a une personne, un chercheur en blouse blanche qui lui dit, alors voilà, vous devez poser des questions à la personne que vous venez de voir là, et si la réponse est mauvaise, il faut lui envoyer petite décharge électrique. Et puis, plus il donne des mauvaises réponses, plus il faut envoyer de l'électricité, quoi. Et ça se termine à 400 volts quand même. Et alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que la deuxième personne qui est censée être le participant de l'expérience, le sujet de l'expérience, est un compère. Et en fait, ce qu'entend l'expérimentateur, ça a été préenregistré. Donc au début, la personne râle, après elle dit « ouch », après elle commence à crier, puis plus on lui envoie des décharges importantes, plus elle hurle, et puis à un moment donné, on n'entend plus rien. Et l'expérience, c'est de dire que, évidemment, l'expérimentateur, à un moment donné, il dit « oui, là, il faut arrêter, parce que, voilà, regardez, il n'est pas bien, etc. » Et la figure d'autorité, c'est le chercheur qui dit « non, non, mais c'est pour la science, il faut vraiment continuer, c'est important, etc. » Alors, Milgram a fait cette expérience aux États-Unis avant d'aller en Allemagne. Sauf qu'en fait, les résultats étaient catastrophiques, enfin, de son point de vue, puisque la grande majorité des gens, en fait, vont presque jusqu'au bout de l'expérience. C'est-à-dire que quand on leur dit c'est pour la science, etc. Donc les gens, en fait, répondent aux figures d'autorité. Alors, cette expérience a été marquante à plus d'un titre. Premièrement, les gens qui sont sortis de cette expérience ont eu des séquelles mentales, psychiques sérieuses. Certains, après ça, ils disaient « mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être tué quelqu'un », parce que quand on n'entend plus rien au bout d'un moment après que la personne ait hurlé, on se dit... et il a vraiment fallu les soigner, et à partir de là a été mis en place en fait tous les protocoles éthiques auxquels nos laboratoires sont soumis aujourd'hui dès qu'on fait des expérimentations avec des sujets humains. Ce qui est une bonne chose. Hein. Et c'est pour ça que j'étais très surpris, il y a quelques années en fait, une chaîne de télévision publique en plus a refait l'expérience de Milgram dans laquelle la figure d'autorité c'était le journaliste et en fait le public. Et ça a marché pareil. Et Milgram a refait cette expérience en réalité virtuelle et là aussi on retrouve le même comportement. Donc tout ce que j'essaie d'illustrer avec ça, c'est que c'est pas une technologie, alors j'ai dit tout à l'heure que toutes les technologies sont neutres, c'est pas une technologie si neutre que ça. En tout cas, il faut avoir conscience que entre tapoter sur un écran de smartphone et être dans un monde virtuel, les conséquences sont différentes. On sait que déjà sur les smartphones, on a des phénomènes d'addiction, on a des phénomènes, ça a été montré par la lanceuse d'alerte Frances Haugen, que Facebook a fait des expériences en fait qui montraient que les jeunes filles qui sont sur Instagram, qui regardent constamment des images qui sont trafiquées, qui sont censées représenter la beauté, etc., ont une mauvaise image d'elles-mêmes, que certaines deviennent dépressives, ça conduit à des suicides, etc. Facebook le savait parfaitement, il n'a rien changé à Instagram. Mais il faut imaginer dans un environnement immersif les conséquences que ça peut avoir. Et c'est moi ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, dans le métavers à la Facebook. Mais je vais y revenir. Alors, maintenant qu'on a un peu la scène, si j'ose dire, et d'un côté la technologie, de l'autre côté les effets de cette technologie sur l'être humain, c'est quoi ces environnements virtuels collaboratifs? Alors, là aussi, bon, tout à l'heure j'ai montré les premières lunettes, les premiers environnements réellement collaboratifs, alors, on doit pouvoir remonter plus loin, mais en tout cas, moi je connais celui-là de 1991. Alors, vous voyez, les avatars n'étaient pas très sexy, mais c'était déjà cette idée que plusieurs personnes peuvent être dans un espace, il y a une table, ils peuvent écrire sur un tableau blanc, ils peuvent poser des objets, ils peuvent échanger entre eux. Et puis ici, en fond d'écran, on avait mis des flux vidéo pour que les gens se voient, parce que ces avatars ne sont pas très expressifs. Donc les premiers travaux datent déjà de plus de 30 ans. Et puis, ça fait effectivement un certain temps que ça a été déployé auprès du grand public. On évoquait Second Life tout à l'heure. Donc Second Life, ça date d'à peu près 2005.
Alors, c'est pas un environnement immersif, puisque à l'époque, les équipements grand public n'existaient pas, donc c'est quelque chose qu'on fait sur son écran. Mais c'est quand même le même principe. On a des avatars, on choisit son avatar, on est dans des lieux comme ça, les gens peuvent se parler, etc. Alors, Second Life a eu son heure de gloire, mais qui fut quand même brève. Parce qu'évidemment, immédiatement, il y a ce problème de la monétisation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, on peut le faire pour plusieurs raisons. Second Life, c'était pas un jeu, c'était vraiment un endroit où on allait rencontrer des gens, et puis on pouvait acheter des choses. Alors, il y avait les Linden Dollars, tout ça a été fait par un monsieur qui s'appelait Linden, qui était la monnaie d'échange dans ce monde-là. Et donc très rapidement, les entreprises ont voulu avoir leur lopin-terre dans Second Life, les entreprises du luxe notamment, mais aussi les banques, etc. Avant de revenir à Second Life, l'autre business qui a très bien marché, c'est les jeux vidéo. Parce qu'en fait, les jeux vidéo en réseau existent depuis de cette époque-là. En fait, le premier grand jeu en réseau, World of Warcraft. Dans ces jeux, on a des personnages, c'est pas vraiment des avatars au sens là qui peuvent mimer nos mouvements, etc. Mais il y a quand même cette idée que c'est un jeu en réseau où voilà, une collectivité de personnes vont faire des choses ensemble. Mais dans le jeu, en fait, pour être dans le jeu, il faut acheter le jeu et c'est comme ça qu'on monétise l'investissement. Alors qu'ici, il n'y avait pas vraiment d'autres raisons d'aller dans Second Life que pour rencontrer des gens et puis dépenser des Linden Dollars. Mais aujourd'hui, en fait, c'est devenu... alors d'abord, ça existe toujours. Ça existe toujours, mais c'est devenu un lieu assez interlope. Vous voyez, les avatars ont un peu changé d'aspect. Moi, je parie que la personne derrière cet avatar de femme, c'est un mec, en fait. Et en fait, c'est devenu un lieu qui sert à faire des trafics dans la vraie vie, des trafics de drogue, des trafics de services sexuels, etc. Mais ça existe toujours. Alors, les métavers dont on parle aujourd'hui, c'est le métavers de Facebook. Et on disait dans l'introduction, les métavers. C'est la même chose que le web. Le web, ça n'existe pas. Il y a des millions de sites web. Et vous pouvez sauter de l'un à l'autre en cliquant sur un lien. Le principe du métavers, ça va être la même chose. C'est-à-dire que dans un métavers, vous pourrez pousser une porte et puis aller dans un autre métavers géré par un autre opérateur, une autre entreprise, une autre association, etc. Et l'idée, et alors là je reviens à l'idée de Facebook d'avoir une plateforme, c'est que voilà, Facebook veut faire tourner tout ça, évidemment faire payer les gens qui vont développer leur propre espace dans le métavers, c'est comme on paye pour avoir un site web aujourd'hui, et chacun pourra créer son propre espace, et Zuckerberg insiste pour que ces espaces soient interopérables, c'est-à-dire que l'avatar que j'ai créé dans un monde, je puisse le transporter dans un autre monde, l'objet que j'ai acheté dans un métavers puisse fonctionner dans un autre métavers, etc. Mais donc le principe c'est que ce monde-là va être en fait un ensemble de micro-mondes reliés entre eux, comme le web. Donc le métavers de Facebook, c'est Horizon Worlds. Alors ça, c'est pas une vraie image qu'on voit jamais dans le jeu, c'est une vue d'artiste. Dans le jeu, ça se présente plutôt comme ça. Alors voilà, les environnements. Moi, ça me fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux Teletubbies. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série, mais c'est-à-dire qu'on a ces personnages un peu cartoonesques. Alors ils n'ont pas de jambes, hein, vous avez remarqué. Ça, alors pourquoi ils n'ont pas de jambes? Parce qu'on a vu la technologie tout à l'heure, c'est-à-dire que le système capte la position de la tête et des mains. Donc il ne sait pas où sont les jambes, il ne sait pas ce que font les jambes. D'ailleurs, c'est très marrant dans Horizon Worlds, si vous donnez votre manette à quelqu'un d'autre qui part avec, votre avatar, il a un peu des problèmes. Alors, Facebook a promis des jambes, mais je ne vois pas comment ils vont faire des jambes s'ils ne rajoutent pas des capteurs. C'est un peu mystérieux pour moi ce qu'ils vont faire. Et donc, voilà, il y a des environnements, voilà, on peut se promener dans des mondes, je ne sais pas si c'est rêvé, mais enfin, en tout cas, c'est un peu différent du monde physique. Mais en fait, il y a d'autres entreprises qui font des métavers, effectivement. Ça, c'est Mozilla. Mozilla, c'est l'entreprise qui est derrière le browser Firefox. Alors, ils ont depuis longtemps un truc qui s'appelle Mozilla Health.
Bon, à la limite, si on fait du cartoon, bah, je trouve que c'est peut-être plus marrant que ce que propose Facebook. Mais il y a aussi des entreprises qui proposent des métavers pour l'environnement professionnel. Donc là, on voit pas ça couper, ça s'appelle Engage. Donc c'est une entreprise qui vend des services. Si vous voulez organiser une conférence dans le métavers, elle vous fournit l'amphi, toute l'infrastructure, je dirais, le monde virtuel préfabriqué dans lequel vous pouvez faire venir vos participants. Voilà, il y a des campus Engage, puis après il y a des endroits où vous pouvez aller vous balader dans la nature, etc. Et comme je disais, l'idée telle que la présente Mark Zuckerberg, et qui, là je pense pour le coup il a raison, c'est qu'il faut que ces métavers fonctionnent entre eux, parce qu'on ne va pas à chaque fois changer d'avatar, se déconnecter, se reconnecter, enfin c'est déjà assez fatigant aujourd'hui. Et il y a déjà une entreprise qui s'appelle Ready Player Me, alors qui fait référence à un film célèbre qui s'appelle Ready Player One. Mais Ready Player Me, c'est un moment où vous pouvez aller acheter votre avatar avec une garantie, soi-disant, que vous pourrez l'utiliser dans tel ou tel métavers. Et donc là, on arrive à l'aspect business. C'est-à-dire que comment on fait de l'argent avec tout ça? Parce que bon, le but de Facebook, c'est pas quand même la philanthropie, que je sache, et les autres non plus. Donc c'est là qu'on arrive au fameux NFT, à la blockchain et à ces technologies. Parce que en fait, ce qui est déjà en train de se passer, c'est que, et on le voit dans des jeux comme Roblox ou comme Fortnite, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, demandez à vos enfants. Donc Roblox et Fortnite, en fait, pour moi, ce sont des métavers, c'est-à-dire ce sont vraiment des environnements de jeux ouverts, un monde virtuel où on peut se balader. Enfin, on peut jouer sur Fortnite, il y a des batailles, c'est une bataille royale. Mais en fait, on peut se balader, on peut manipuler des choses. C'est un environnement où on se crée son propre avatar, on peut acheter des armes, des accessoires, etc., etc. Et ces jeux ont un succès phénoménal. Et comment ils se rémunèrent, ces jeux? De deux façons. Alors, le premier, c'est par la publicité. Et pour faire de la publicité ciblée, puisque c'est évidemment ce qui intéresse les entreprises, il faut collecter des données personnelles. Et là, vous imaginez le type de données personnelles que l'on collecte. Le système a accès à ce que vous dites, à ce que vous faites. Il a accès à vos émotions faciales, parce que les casques peuvent détecter vos attitudes faciales. La direction du regard, il sait où vous regardez. Et moi, j'appelle plus ça des données personnelles, j'appelle ça des données intimes. Parce qu'en fait, demain, il y aura des casques avec des capteurs de réponse galvanique de la peau, qui sont des capteurs de l'émotion, hein, si vous avez peur, si vous avez, etc. Et donc, toutes ces données vont être à disposition des opérateurs de ces métavers. Donc ça va alimenter du profilage de plus en plus ciblé et de la publicité de plus en plus ciblée. Si vous avez vu le film Minority Report, il se balade et puis en fait, selon où il regarde, la fiche publicitaire change pour lui balancer un truc qui correspond à son profil. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est le business de tous ces avatars, ces accessoires, les mètres carrés. On parlait du site là qui vend des mètres carrés dans le métavers. Et ça se paye en crypto-monnaie parce que c'est une technologie qui va bien avec, on va dire, elle est distribuée. On n'a pas besoin d'avoir des vraies banques qui sont dedans. Et en particulier les fameux NFT, les non-fungible tokens, les jetons non fongibles, un terme un peu bizarroïde, mais qui veut dire qu'il vous donne une sorte de certificat de propriété d'un objet virtuel, qui est attaché à cet objet, donc prouver que vous avez acheté cet avatar et qu'il est à vous, et vous pouvez le revendre, si possible plus cher que vous l'avez acheté, etc. Et donc ça génère toute
une économie. Et les chiffres donnent le tournis, à tel point que je les ai oubliés, mais dans Fortnite ou Roblox, c'est des milliards de vrais dollars qui sont dépensés par les utilisateurs, hein, qui sont même quelques millions, mais enfin ça fait quand même des sommes conséquentes par personne, pour être dans ces environnements. Et alors, moi alors l'autre chose aussi qui est à la mode, c'est de faire des concerts. Là, c'est Justin Bieber, qui n'est pas mon chanteur favori, je vous rassure. Mais bon, il était un des premiers, en tout cas on a plus parlé de lui que d'autres quand il a fait un concert dans le métavers, et puis voilà, ce sont des milliers de personnes qui ont pu assister à ce concert. Et donc on voit en fait que toute une sorte de services, d'activités qu'on peut monétiser de différentes façons vont se développer. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment les gens vont s'approprier ces technologies. Alors je pense que les métavers peuvent avoir du succès dans des communautés de gens qui se cooptent pour des activités, comme on fait ce soir, par exemple, mais si les gens sont aux quatre coins de la planète, on puisse faire des réunions, des activités, etc. Mais dans un métavers réseau social à la Facebook, je pense que ça va être catastrophique, et en fait, ça l'est déjà. C'est-à-dire que si vous allez dans Horizon Worlds, qui est le métavers, qui pour l'instant n'est ouvert que à des personnes invitées, donc c'est pas ouvert à tout le monde, si vous allez dans ce métavers avec un avatar de femme, vous vous faites harceler dans les 10 minutes. Est-ce qu'on est étonné? Malheureusement non. Malheureusement non. Puisque les gens sont anonymes, donc voilà, il n'y a pas de conséquences. Sauf qu'il y a une conséquence, on l'a vu, hein, avec le sentiment d'incorporation, sur la personne qui est victime d'attaques, de harcèlement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir se protéger. Alors, la réponse de Facebook, c'est de dire « Oh, pas de problème, vous avez un bouton là sur la manette, appuyez sur le bouton et vous avez une bulle autour de vous qui fait que personne ne peut vous approcher. » Alors, quand le but, c'est de faire un réseau social, il y a quand même un petit problème, quoi. Et deuxième solution, c'est un autre bouton. Vous pouvez vous téléporter dans une safe zone, un endroit sûr. Et donc, la réaction des ingénieurs Facebook à ces problèmes de harcèlement, c'est on va punir la victime. Hein? Parce qu'en fait, ce serait aussi simple de dire à la victime de téléporter le harceleur. Mais non, ça, visiblement, ça n'a pas été prévu. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que autant sur les réseaux sociaux classiques d'aujourd'hui, on a des algorithmes de modération, alors qui fonctionnent mal, hein. Mais entre le moment où quelqu'un poste quelque chose et le moment où c'est vu par le reste du monde, il y a des algorithmes qui peuvent filtrer. Mais là, tout se passe en temps réel. Donc, une fois que l'attaque a été faite et que la personne a été disons, traumatisée, c'est trop tard, même si on peut le détecter. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème et qu'il n'y a pas de solution technique. Donc la seule solution, c'est une forme de régulation. Une forme de régulation, c'est-à-dire que les gens soient responsables de leurs actes dans le métavers comme ils le sont en est censé l'être dans la vie réelle. Ou que quelqu'un se porte responsable pour eux, enfin je ne sais pas, mais il faut qu'on invente quelque chose. Et autant pour les réseaux sociaux, quand ils sont sortis au début des années 2000, on pouvait dire on ne savait pas que les gens allaient se harceler, s'insulter, etc., répandre des fausses informations. Là j'ai beaucoup parlé de harcèlement, mais le problème est le même avec les fake news. Hein, c'est que tout le monde imagine que chaque avatar a une personne réelle derrière, mais en fait non, il va bien y avoir quelques hackers au fin fond de la Russie, parce que les hackers sont toujours russes, qui va envoyer des armées d'avatars répandre des fake news ou attaquer les gens, etc. Et donc, donc autant pour les réseaux sociaux, on pouvait dire on ne savait pas, maintenant on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et moi, il se trouve que parmi des activités qui sont liées à ma recherche, je suis dans la plus grande société savante d'informatique, qui s'appelle l'ACM, dans un comité qui s'appelle Technology Policy Office, où on essaie justement d'éduquer les politiques
à ces nouvelles technologies pour qu'ils comprennent les risques et qu'on ne se réveille pas, comme d'habitude, trop tard. Donc, l'autre exemple, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas intégré jusqu'à présent et qui est venu dans une discussion il y a quelques jours où je parlais aussi du métavers, mais il y avait une autre personne invitée, qui ont fait des expériences qui montraient à quel point on pouvait très très facilement en fait, rendre les gens malades. En fait. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait compenser le mouvement de la tête. Mais si un hacker prend le contrôle de votre casque, il peut bidouiller en fait, le mécanisme de contrôle et vraiment vous faire... vous rendre... Et ils ont fait des expériences, il dit, en moins de 2 minutes, enfin, on n'a même pas le temps d'avoir le réflexe de sortir le casque, on est déjà malade. Et si on va par là, je pense qu'on peut imaginer beaucoup d'autres impacts. Donc je pense que voilà, on a une technologie qui a un potentiel énorme, qui est quand même déjà utilisée, la réalité virtuelle, dans un certain nombre de domaines d'application. Je n'ai pas beaucoup parlé de la réalité augmentée, mais c'est aussi utilisé dans le monde industriel. Un des premiers qui l'a fait, c'était Boeing, qui avait des lunettes de réalité augmentée pour aider les ouvriers qui câblent les Boeing. Il y a des kilomètres de câbles et qui pouvaient avoir, superposé au câble réel, l'image de ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, ces technologies sont déjà quand même utilisées dans le monde industriel. Ici, ce qu'on veut faire, c'est passer à l'échelle d'un outil pour l'ensemble de la société qui va être contrôlé par une entreprise privée qui fait tout pour ne pas se faire réguler et qui va avoir une emprise encore plus grande sur nos vies, finalement. Donc, comment ça va marcher, j'en sais rien. Il faut quand même finir sur une note d'optimisme parce que... comme je l'ai dit, les technologies sont ni positives, ni négatives, ni neutres. Et en fait, ce même risque qu'il y a à se faire harceler, en fait, c'est aussi une opportunité pour des personnes qui, dans le monde physique, sont discriminées de par leur apparence physique, de par leur âge, nos âges, de par un handicap, etc., d'être dans un environnement social où elles ne sont pas ramenées à cette apparence physique. Et donc ça veut dire que voilà, ça peut être vraiment très utile pour des groupes de parole, comme je disais, des petites communautés de gens cooptés qui se mettent d'accord sur les règles, qui se connaissent et qui ne sont pas là pour s'insulter à longueur de journée. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des potentiels. Je pense qu'on voit aussi que le métavers de Facebook, malgré les milliards mis dedans, ça ne marche pas si bien que ça. Ils sont obligés de licencier 10 000 personnes, là, je crois, ces temps-ci. Les gens qui travaillent sur le métavers à Facebook, ils se font engueuler parce qu'on trouve qu'eux-mêmes ne l'utilisent pas assez. Et eux disent, ouais, mais alors soit c'est chiant, quoi. C'est lassant, soit ça marche pas bien, il y a des bugs. Donc on voit bien que la révolution est peut-être pas aussi imminente qu'on l'imagine. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il va y avoir un événement disruptif qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a vu dans d'autres technologies, elles n'ont pas finalement été utilisées de la façon qu'on avait anticipé. Et quelque chose est arrivé en cours de route qui a imaginé un nouvel usage et qui en a fait autre chose. Et je pense que sur l'usage de ces communautés virtuelles, on n'a pas encore trouvé un truc qui va être vraiment... qui va avoir un impact à long terme. Il y aura un effet de mode, les gens voudront essayer, etc., ils vont se lasser. Parce que moi je dis toujours, hein, si vous imaginez rentrer chez vous le soir, et puis vous êtes là avec votre famille, et puis tout le monde met le casque, et on ne se voit plus, et on ne se parle plus, c'est quoi, enfin, je ne vois pas la valeur de ça. On peut le faire un moment, mais ce n'est pas quelque chose qui va remplacer... les usages aujourd'hui qu'on a des technologies où ouais, je peux regarder mon fil Facebook, mais en même temps, je peux discuter avec la personne à côté de moi, je ne suis pas coupé du monde. Et du coup, je pense qu'il y a aussi en fait un enjeu, et peut-être ce sera ça l'élément disruptif, qui est que le succès viendra pas de ces environnements immersifs, qui continueront à exister, parce que oui, pouvoir être, je sais pas, au fond de la mer, sur la planète Mars, etc., oui, c'est de l'entertainment, ça peut être utile pour apprendre des choses, etc. Mais je pense que développer des concepts de métavers ou d'environnement virtuel avec de la réalité augmentée
a plus d'avenir parce que voilà, c'est plus compatible avec notre nature humaine, il me semble, pour être utilisé à grande échelle et de manière voilà, beaucoup plus longue et continue. Donc voilà, moi je reste quand même optimiste. Je pense que l'engouement actuel va décroître assez vite avant que quelque chose ouvre de nouvelles possibilités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous avez des questions. La réalité augmentée va quand même se poursuivre. Oui, alors l'entreprise Niantic qui a fait le jeu Pokémon Go est en train en fait d'essayer de développer un métavers en réalité augmentée. La difficulté qu'il y a là, c'est que pour faire ça, il faut avoir alors j'ai pas parlé effectivement d'application industrielle beaucoup, mais il faut avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique d'une ville par exemple. Et alors là, c'est des enjeux intéressants parce que en Europe, on a quand même le RGPD et d'autres régulations qui font que ça va être difficile de faire ce jumeau numérique. Alors, Google l'a déjà fait pas mal, hein, avec, comme vous avez dans Google Maps, etc. Mais par exemple, en Allemagne, c'est pas la même histoire. Le collègue là, qui a fait la main en feu, là, a passé plusieurs années à Hong Kong, a beaucoup de contacts en Chine, il a été aussi au Japon. Les investissements qui sont faits là-bas, d'ailleurs, sont encore plus colossaux que ceux qui sont faits aux États-Unis, mais on n'en entend pas parler. Et il est allé voir une démonstration dans une ville qui a été entièrement numérisée comme ça. Et où on peut se balader avec un casque de réalité virtuelle, et puis on peut voir des monstres qui sortent des bouches de métro, des services utiles, et puis aussi des jeux qui ont pour plateau de jeu en fait la vie réelle. Donc oui, moi je pense que ça va se développer, mais quelque part, ça veut dire aussi aller encore plus loin dans la capture de données, alors qui sont peut-être pas de nature personnelle, mais voilà, si notre environnement numérique est constamment numérisé dans les machines, il y a quand même des questions qui se posent aussi sur la vie privée. Oui. Quelle est l'origine du nom métavers? Alors ça vient d'un roman de science-fiction d'un certain Stephenson. Alors c'est effectivement méta-univers. Alors le mot méta, il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais l'origine, enfin il est explicitement tiré de ce roman. Et je pense que Facebook je pense que Facebook a changé de nom aussi parce que il faut voir que leur succès est en train de s'éroder. Ils ont de moins en moins d'utilisateurs. Ils ont quand même beaucoup de soucis avec un certain nombre de gouvernements à droite et à gauche sur la façon dont ils gèrent la modération, etc. Donc c'était aussi une façon de dire bon, on passe à autre chose. Et il y a un projet concurrent au projet de Facebook? Alors il y a des projets concurrents. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Microsoft, Google, Apple, probablement Huawei, etc. Expérimentent tous ces technologies. Il faut voir aujourd'hui que c'est pas difficile de faire un métavers. Enfin, c'est quelque chose qui semble peut-être surprenant, mais et c'est grâce aux jeux vidéo, puisque les moteurs d'environnement 3D des jeux vidéo, il y en a deux grands, il y a Unity et Unreal, ont été conçus et développés pour pouvoir facilement créer des contenus pour ces nouveaux jeux vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est pas tellement difficile en tout cas, expérimenter. Après, quand on veut passer à l'échelle de milliers, de centaines de milliers d'utilisateurs, c'est autre chose. D'ailleurs, ça soulève aussi un autre aspect de toutes ces technologies, qui est l'impact sur les émissions. Parce que il faut faire tourner des serveurs, il faut envoyer des trucs dans les réseaux, et puis il faut fabriquer les casques. Et un chercheur récemment a fait une estimation, alors il l'admet lui-même à la louche, mais en disant si on devait remplacer, alors je ne sais plus quelle proportion il a pris, mais les smartphones par des casques, c'est-à-dire si ça devenait vraiment un truc qu'on a chacun chez soi, comme on a un smartphone aujourd'hui, rien que la fabrication de ces casques, il a considéré qu'un casque, comme j'ai montré, c'était à peu près l'équivalent de 2 smartphones. Bon, c'est pas idiot comme référence.
Bah, si on faisait ça, ça créerait en fait des émissions équivalentes au 6e pollueur mondial actuel, enfin pollueur, émetteur mondial. Je ne sais plus quel est le pays qui est le 6e, mais enfin voilà. Donc ça, on sait hein, que dans les technologies numériques, l'essentiel de l'impact environnemental, il est sur la fabrication des équipements plus que sur leur utilisation. Et les data centers et ceux qui devront alimenter les métavers sont en fait plutôt assez verts aujourd'hui. Hein. On les met dans les zones froides du globe où on utilise leur chaleur pour chauffer d'autres bâtiments. Donc, et puis sur les réseaux, en fait, envoyer les données qui permettent que tout le monde voit le même monde, c'est plutôt moins lourd que de regarder une vidéo sur Netflix. Parce que pour regarder une vidéo sur Netflix, il faut envoyer toutes les images une par une, quoi. Enfin, bon, il faut compresser un peu, mais là, il suffit d'envoyer uniquement ce qui change, et puis on voit le type de monde quand même assez simple graphiquement. Donc, en impact sur le réseau, c'est pas énorme. Mais il y a quand même une vraie question si ça devenait d'un usage massif, surtout si ça faisait exploser encore plus l'usage des crypto-monnaies, puisqu'on sait que le Bitcoin est une vraie gabegie environnementale. Oui, ce point que vous indiquez. Allez-y, vous avez commencé. Ce point que vous venez d'indiquer donc, sur l'impact sur le changement climatique, je l'ai lu aussi il y a quelques jours. Hein, je ne sais pas si c'est le même chercheur, Jean-Marc Jancovici. Ah oui, non, oui, je connais Jancovici. Jancovici. Lui aussi, et il dit c'est la finalité, on voit bien, en dehors de quelques applications, comme les jumeaux numériques ou ainsi de suite, c'est essentiellement du récréatif. Et ça fait, enfin, dans un moment où il faut réduire les émissions de carbone, in fine, hein, ce sera alimenté par de l'électricité qui sera la moins décarbonée. En plus, il signale l'impact sur les chaînes de semi-conducteurs, parce que là, on remet à plat la chaîne des semi-conducteurs en monde, comme vous avez très bien signalé. Oui. Donc il y a un problème éthique à poser, en plus des aspects que vous avez indiqués. Je suis d'accord avec vous. Après, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'usages de ces technologies qui permettent de réduire d'autres émissions. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut arriver à mettre en balance. Et le rôle des jumeaux numériques, en particulier, dans cette optique-là. Après, je ne sais pas si on comparait par exemple les émissions pour créer le prochain blockbuster d'Hollywood, et si au lieu de ça, les gens passent leur temps dans des environnements comme ça, qui, bon, une fois qu'ils sont créés, ils s'alimentent eux-mêmes, j'ai envie de dire. Je ne sais pas, c'est difficile. Et je pense aussi qu'il faut voir que les usages de nos enfants et petits-enfants évoluent en fait. Et pour eux, je discutais avec un collègue qui me disait que sa fille achetait des trucs dans Roblox, et pour elle, avoir un vêtement pour son avatar dans Roblox, c'était aussi précieux que d'avoir un cadeau pour Noël, quoi. Enfin, un cadeau physique. Donc voilà, si on peut remplacer les cadeaux physiques par des cadeaux virtuels, quel est le bilan carbone, je ne sais pas. Mais non, c'est un vrai sujet. Deux questions. Bon, je n'ai pas tout bien compris ce que vous avez dit, mais je ne le reproche pas. Est-ce que c'est un exemple, est-ce que si je passe à Saclay, est-ce que vous faites des essais pratiques, enfin, vous organisez des réunions pratiques, ou payantes ou pas payantes, mais des réunions pratiques pour mettre le casque pour voir ce que... Oui, nous en tant que chercheurs dans ces domaines-là, on a un certain nombre de casques. Oui, non, à Saclay, quand je dis nous, c'est voilà, les équipes, l'équipe de Christian Sandor par exemple, mais il y en a d'autres. En fait, c'était évoqué au début, mais je coordonne un réseau national qui s'appelle Continuum, où en France on a 30 plateformes qui sont plutôt des caves, comme j'ai montré au début, hein, des grands espaces immersifs, mais on a aussi beaucoup de casques divers et variés.
Et dans ce projet, en fait, on met en réseau ces plateformes entre elles pour pouvoir faire du travail collaboratif, des activités collaboratives à distance. Mais ça ne nous intéresse pas de reproduire des trucs comme ça on sait déjà le faire. Donc après, si vous venez pour la fête de la science, ou dans il y a régulièrement des activités qui sont organisées par l'université auprès d'industriels, etc. Oui, on peut faire des démonstrations on met un casque et puis... Ouais. Une suggestion, tu peux aller à Vivatech, c'est une fois par an, oui, sur le stand Meta, et tu Et il y pourras... a même d'autres stands. Et puis d'autres stands, Il y a et tu des pourras casques. mettre ton casque, tu pourras... Et l'autre question, oui. l'autre question, moi, c'est pas le cas, mais je suis directeur de l'usine Peugeot, Renault, et on me dit, mais il faut absolument qu'on sorte des voitures. Non, c'est pas possible, le chiffre d'affaires baisse. Bon. Est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour inciter les clients pour faire de la pub? Je ne parle pas du design de la voiture que vous avez montré tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut utiliser cette technologie, répandre cette technologie pour que les gens disent la nouvelle Renault, elle est vachement bien, hein, et elle est quand même beaucoup mieux que... Ils sont conçus comme ça. Hein? Alors, les véhicules sont conçus avec ces technologies, mais on peut très bien imaginer, tout à l'heure je parlais de Ikea qui vous laisse essayer, voir à quoi ressemble leur canapé dans votre salon, mais ça peut être la même chose avec une voiture. Hein. Après, si la voiture, on veut s'asseoir dedans, etc., il va falloir quand même avoir chez soi un siège qui ressemble au siège de la voiture. Et c'est un peu toute la limite actuelle de ces technologies, c'est qu'on est vraiment quand même sur du visuel, quoi. Dès qu'on veut une expérience tactile, physique, quoi, ça reste de l'air, tout ça. Donc, mais oui, je pense que c'est pour le marketing, il y a beaucoup de domaines. Moi, j'imagine que dans le domaine de la vente d'appartements, voilà, on va pouvoir visiter les appartements de manière virtuelle. Ou l'architecte qui construit un nouvel appartement. Les architectes l'utilisent déjà, en fait, hein, puisque en architecture, on a ce qui s'appelle le BIM, qui est une espèce de standard qui permet d'avoir tous les modèles du bâtiment, mais de ses infrastructures, de ses fluides, etc., qui sont numérisés. Donc c'est un jumeau avant que le bâtiment soit construit, mais qui est utilisé après, même après, pour la maintenance, etc. C'est le cas aussi pour les infrastructures, tous les ponts par exemple. À Saclay, on a construit le métro, je suis sûr qu'ils ont une maquette numérique du métro qui est précise au millimètre. Et puis, c'est aussi utilisé pour la formation. Alors, absolument. Et pour les formations, avec visualiser les gestes que devront faire les gens quand ils seront en situation. Et c'est beaucoup moins cher que de le faire en réalité et de consommer du matériel. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu aussi l'usine 4.0. Dans notre bâtiment, pendant un certain temps, le CEA qui travaille beaucoup là-dessus, où effectivement on parlait de concevoir la voiture, mais ils conçoivent aussi la chaîne de montage de la voiture, où ils peuvent tester d'abord avec des humains virtuels si les gestes à faire sont ergonomiques, etc. Et puis après, une fois qu'ils ont mis ça au point, on peut en fait expérimenter soi-même en virtuel avant que la chaîne soit construite, et on peut former les ouvriers avant que l'usine soit construite. Ah, la formation, c'est bien. Oui. J'ai une question, on disait que les gens entre eux peuvent être violents. C'est sous quelle forme? On peut interpeller quelqu'un parce que c'est sonore, c'est pas physique. On entend, en fait on est dans un espace audio, et donc quand on parle, les gens qui sont à proximité nous entendent. Ah oui. Donc on peut s'insulter. Ah, on peut s'insulter, oui. C'est pour ça quand je disais, quand on arrive, il y a un avatar malheureusement de femme qui arrive, elle se fait insulter. Et puis l'agression, si une personne s'approche de vous trop près et fait un geste violent, même si vous ne le ressentez pas, en fait, votre corps va réagir comme si vous l'aviez reçu. Absolument. Alors, je crois qu'il y avait monsieur, après j'ai un peu perdu le fil. Est-ce que dans vos équipes, il y a des neurologues et des psychiatres? Alors, des psychiatres, dans nos équipes, non. On a des équipes interdisciplinaires, on a des gens qui se connaissent plutôt en psychologie, en sciences cognitives. Pour moi, neurologue et psychiatre, on passe sur le côté santé,
qui est aussi important. Ceci dit, voilà, il y a en France des gens comme... Le cerveau, oui, oui. c'est lui qui pilote tout. Oui, oui. Mais à Saclay, il y a un laboratoire, d'ailleurs, qui est associé au CE1, mais aussi au CNRS et à l'université, qui s'appelle Neurospin, qui a parmi les plus gros, sinon les plus grosses machines résonance magnétique du monde, qui font des scans de cerveau, qui essaient de comprendre effectivement l'effet d'un certain nombre de technologies sur le cerveau. Donc oui, c'est un sujet. Et on sait qu'aujourd'hui, le cerveau de nos enfants n'est pas câblé comme le nôtre. Ils sont beaucoup plus à même de gérer des interruptions ou faire plusieurs choses à la fois que nous l'étions et que nous sommes. Et donc oui, il y a des gens qui étudient ça et des gens qui étudient, on entend beaucoup parler, hein, l'impact des écrans sur les enfants, sur l'apprentissage, etc. Alors après, bon, il y a des postures, je dirais, par rapport à ça, qui me semblent des fois un peu douteuses, parce que on a beaucoup passé nos enfances à regarder passivement de la télé, et je pense qu'être actif dans un jeu vidéo, ou même sur une app qui nous paraît à nous un peu débile, c'est pas forcément pire que quand on était avachi devant la télé. Moi, mes enfants, ils avaient, je sais pas, 7-8 ans au moment où Sony a sorti un truc qui s'appelle le iToy. C'est le premier jeu vidéo où il fallait être actif physiquement. Il y avait une caméra donc, qui détectait les mouvements, et donc les jeux, c'est genre il fallait effacer un truc le plus vite possible. Et c'est la première fois que je voyais des gamins qui sortaient d'un jeu vidéo en nage, quoi. Donc avec la Kinect, ce genre de choses, donc ça peut être, voilà, ces technologies sont aussi beaucoup employées en réhabilitation, et pour encourager les gens à être plus actifs, etc. Donc, mais ça change certainement notre cerveau. Alors après, j'avais vu... Allez-y, madame. Non, moi, en fait, c'était pour revenir sur ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent virtuel. Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, bon, j'ai bien compris les métavers, enfin, comment ça va se passer, et puis ce qu'on peut faire dedans virtuellement, mais en tant que personne. Mais ça reste du virtuel. Du coup, cet argent, je ne comprends pas à quoi il sert. Enfin, si, à l'intérieur, mais du coup, quelle importance il a dans nos vies après, pourquoi ça prend de la valeur. Enfin, c'est le rapport entre les deux. En fait, alors, il y a le fait qu'une crypto-monnaie, bon, c'est une monnaie comme une autre. Elle utilise une technologie qui est particulière, qui n'implique pas d'avoir une banque centrale qui sait exactement combien il y a sur chaque compte, mais cette information est distribuée, elle est à la fois publique, elle ne peut pas être falsifiée. Mais donc, à partir du moment où vous mettez en place un système de monnaie, les gens peuvent faire de la spéculation. Donc, le principe de ces fameux NFT, c'est que, en fait, c'est une sorte de code qui est associé à, disons, un fichier sur votre ordinateur pour essayer de simplifier les choses, qui permet de prouver que ce fichier est à vous, enfin, à celui qui possède ce jeton. Et donc, par ce fait, il acquiert une certaine valeur. Donc, par exemple, j'ai une image là que j'ai montrée, je pourrais dire elle est à moi. Et donc, à partir de là, si vous voulez l'image, je vais dire ouais, mais je vous la vends, mais à tel prix. Donc, ce qui se passe finalement pour ces biens ou pour ces objets numériques, la même chose qui se passe avec des objets physiques. Si je veux vendre une chaise, etc. Après, ce qui se passe, c'est que aussi ces crypto-monnaies sont interfacées avec des monnaies réelles, qu'on peut acheter des bitcoins avec des euros, et puis vendre des bitcoins pour récupérer des euros. Et là, il y a le principe des taux de change qui existe aussi pour les autres monnaies. Donc c'est à la fois pas très différent, ça fait très peur au gouvernement parce que frapper la monnaie, c'est quand même une prérogative des États. Et là, on est en train de leur enlever ça. Et tout le blanchiment. Pardon ? Et tout le blanchiment. Et alors, du coup, effectivement, ça veut dire qu'on ne peut plus mettre de régulation sur ce qui se passe dans ces espaces-là, et à quoi sert l'argent, etc. Mais le principe de base, ce n'est pas différent de ce qui se passe avec une monnaie réelle et des biens réels. Après, c'est vrai que ce qui caractérise les biens numériques, c'est que faire une copie parfaite d'une image, ça ne coûte rien.
Alors que faire une copie parfaite d'une chaise, bah, ça coûte de l'argent et de la main-d'œuvre. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'associer une valeur à quelque chose qui peut être dupliqué à l'infini sans perte de qualité, mais en même temps, cette image a été fabriquée par quelqu'un. Et donc, tous les gens qui vont fabriquer des contenus pour les métavers, bah, c'est normal que leur travail soit reconnu et récompensé, et tout travail mérite salaire d'une certaine façon. Donc lorsqu'on a de l'activité sur des objets numériques, c'est normal que une valeur leur soit associée. Je voulais revenir sur ce que vous disiez lorsque vous parliez des avatars et des personnes qui prenaient des identités différentes. Le risque, c'est d'accentuer les préjugés et que finalement on retrouve dans ces espaces que des hommes blancs, minces, musclés. Donc ça, c'est une première chose par rapport à ces préjugés. Oui. Avec un monde qui deviendrait complètement aseptisé, il n'y aurait qu'un seul type de personnage. Et l'autre chose, c'est par rapport à une police virtuelle qui me semble complètement indispensable en fait. Alors moi j'ai parlé de régulation et la police fait partie des moyens de réguler les choses. Sur le premier point, je ne suis pas sûr en fait que ça aille forcément vers un monde homogène, parce qu'en fait quand vous voyez ce que les gens font de leurs avatars et selon les degrés de liberté qu'on leur donne, en fait ils aiment bien se distinguer des autres. Et tout le marché que j'évoquais tout à l'heure sur Roblox ou sur Fortnite, des gens qui dépensent littéralement des fortunes pour s'acheter tel vêtement excentrique ou changer leur apparence physique, etc., fait que, au contraire, j'ai l'impression que ça génère plus de la diversité que de l'homogénéité. Mais bon, c'est peut-être aussi dans le contexte des jeux vidéo. Vous n'avez jamais des bedonnants, hein. Vous avez des... Ah oui, non, ça c'est clair. Non, mais oui, tout le monde est plus musclé que son voisin, etc. Oui, si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord. Voilà, je ne sais plus quelle était la deuxième partie de la question. C'était la question de la police. Alors, la police. Alors là, c'est quand même quelque chose qui... cette question de régulation est délicate parce qu'en fait, d'un côté, on a les moyens d'avoir les preuves de tout ce qui se passe, puisque tout peut être enregistré numériquement, donc on peut rejouer la scène, quoi. Mais ça veut dire que ces données sont enregistrées. Et donc, est-ce qu'on fait confiance à l'entreprise qui les stocke? Est-ce qu'elles ne peuvent pas être falsifiées? Est-ce qu'on ne peut pas vous faire changer votre historique en quelque sorte, etc. Donc alors, il y a aussi la question derrière ça, est-ce qu'on veut imposer, plutôt abolir l'anonymité, en disant, bah voilà, si vous êtes un avatar, on a besoin de savoir qui vous êtes parce que vous êtes responsable de votre avatar. Mais le problème, c'est qu'on sait aussi que dans les communautés en ligne, et même dans les communautés réelles, l'anonymité a ses vertus. Quand on parle des groupes de parole, les alcooliques anonymes, voilà. Quand il y a des groupes qui se constituent, mais déjà sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, de malades du cancer, de gens qui ont été, qui ont subi des viols. Donc l'anonymité est aussi quelque chose qui est utile. Et donc là, on est un peu embêté quelque part, parce qu'on fait deux poids, deux mesures, voilà. Et honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a vraiment de réponse. Dans cet autre projet qui a été évoqué, qui s'appelle Ensemble, on a 80 équipes en France où on réfléchit au futur de la collaboration numérique, qui n'est pas seulement ça. En fait, donc, ça, c'est une petite partie, mais la collaboration numérique, c'est tout ce qui est visioconférence, hein, on peut tous utiliser Zoom et consorts, mais c'est aussi le partage de fichiers, etc. Et bien, dans ce projet, on travaille avec des spécialistes du droit, justement, pour voir si eux ont des idées sur la façon dont on peut réguler ces choses-là, sans brider l'innovation, et puis en ayant des bons compromis. Mais voilà, je n'ai pas de solution miracle à vous vendre. Oui, aujourd'hui, vous disiez que c'est en fait fermé, c'est pas accessible en dehors de gens qui sont invités, c'est ça, mais quel est
Est-ce qu'on peut imaginer comme déploiement ou justement comme capacité d'accès? Alors, c'est dans combien de temps? Horizon Worlds est actuellement, à ma connaissance, fermé. D'autres sont accessibles. Hein. Voilà, moi je pense que Meta est quand même confronté à des problèmes techniques, parce qu'il y a clairement un problème de passage à l'échelle, c'est-à-dire que faire des espaces dans lesquels il y a une centaine jusqu'à 200 personnes, ça fonctionne. Au-delà, en fait, on a toujours cette image de ce concert, ça c'est un peu une arnaque, parce qu'en fait, c'est plusieurs salles dans lesquelles il y a dans chacune, je crois, de l'ordre de 100 à 200 personnes, et le même Justin Bieber au milieu. Mais quand ils ont dit on a fait un concert avec je ne sais plus combien ils ont annoncé, de dizaines de milliers de personnes, tout le monde ne pouvait pas voir tout le monde. Donc je pense que... Et puis il y a l'autre aspect qui est les appareils. Alors évidemment on peut aussi se balader là-dedans sur son écran, sur son smartphone, mais bon, c'est pas la même expérience évidemment. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, et donc le prix quand même de ces appareils reste élevé. Et là, je trouve que Meta s'est mis un peu dans une situation impossible, parce que d'un côté, ils ont annoncé un casque à quelques centaines de dollars, d'euros, et puis de l'autre côté, ils ont fait un autre qui est à 1500. Et le problème, c'est le métavers, lui, il va être fait pour lequel des deux casques? Pour celui à 300 euros, ce qui fait que ceux qui auront payé 1500 euros, en fait, se sentiront floués, ou bien pour celui à 1500 euros, et ceux qui auront celui à 300 vont avoir un truc qui va pas marcher bien. Donc je ne sais pas comment ils vont résoudre ça. Non, mais sinon, pour répondre directement à votre question, il y a des métavers qu'on peut expérimenter aujourd'hui, tout à fait. Et il n'y a pas de compatibilité, bien sûr, entre les différents... Ça, c'est pas entièrement clair. Je pense que la compatibilité, elle peut se faire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire sur les questions d'objets ou même de vêtements ou d'apparence des avatars. De toute façon, il y a déjà des standards qui existent depuis longtemps dans le monde de la 3D, qui sont utilisés par les studios qui produisent des dessins animés ou même des films avec de nombreux effets spéciaux. Donc il y a un certain nombre de choses déjà standardisées. Après, c'est juste qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Donc, ouais, ça, je pense que c'est pas un gros... oui, il me semble qu'il y avait une autre question derrière, mais... C'était un peu la même. D'accord, ok. Bah, allez-y. C'est juste pour poursuivre, ça coûte combien? Comment ça marche? C'est des abonnements? On paye à la minute? Pour l'instant, on paye pas, on paye que le casque. D'accord. Tu achètes le casque et après tu... Bah, il faut appâter le client. Et Justin Bieber, il fallait acheter son ticket par exemple. Alors pour les concerts, oui, il y a eu des concerts payants, oui, tout à fait. Oui, oui. Je vois pas l'intérêt. Oh, bah, je pense qu'ils sont prêts à le faire aussi. Pour le buzz. C'est-à-dire qu'eux se font payer par la boîte qui... Enfin, etc. Non, mais je pense qu'effectivement, les modèles économiques vont aussi se déployer de différentes manières. Mais c'est une discussion que j'ai souvent avec mes élèves, des étudiants, je devrais dire, des étudiants de master, mais même aussi avec mon fils. Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont prêts à payer 5 ou 10 euros par mois pour Spotify, mais ils ne pourraient pas envisager une seconde de payer pour Facebook ou Instagram ou Twitter. Et ça, c'est quelque chose... Ce que je constate aussi, c'est que cette génération Z qui est née avec des smartphones dans la main, en fait, quelque part, ils sont complètement formatés en fait, par les modèles d'affaires actuels, ce qu'on paye, ce qu'on ne paye pas, ce qu'on peut avoir gratos en grugeant, etc. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, je trouve étonnant qu'on n'arrive pas à... Voilà, des étudiants qui sont dans un master d'interaction humain-machine, dont le futur job sera de créer les technologies de demain, n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à ça. Parce que... Et beaucoup disent, oui, bon, il faut prendre mes données personnelles, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais en fait, ils ne se rendent pas compte. J'ai découvert en fait assez récemment un truc qui m'a même moi stupéfié, pourtant en général. Quand vous utilisez des vidéoconférences, genre Zoom, Teams, etc.,
En fait, alors il y a évidemment de la reconnaissance de visage, ça j'espère que tout le monde le réalise aujourd'hui, mais ce qu'ils font aussi, c'est de la reconnaissance des objets qu'il y a dans votre arrière-plan. Et donc, à partir de ça, bah, voilà, tout ça va dans votre profil. Alors, tant que c'est que pour vous faire des pubs de ceci ou cela, voilà. Mais quand ça va finir chez votre assurance, qui va savoir que, parce que vous avez consulté tel ou tel site, enfin, on a bien vu aux États-Unis, à la suite de décision de la Cour suprême d'annuler le droit, on va dire, fédéral à l'avortement, et les États qui ont mis en place des législations extrêmement rigoureuses, on va dire, et ben, il y a des tas d'entreprises qui faisaient des applications qui collectaient des données qui permettaient en fait ensuite d'incriminer des personnes. Parce qu'on pouvait savoir que cette personne utilisait telle app pour chercher un endroit où elle allait pouvoir avorter. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que oui, la plupart de nos données personnelles sont pas si graves que ça. Mais il y a quand même et on voit, enfin, on a très peu conscience de la quantité de données qui peuvent être collectées. Vous savez, quand vous cliquez pour les cookies, là, j'espère que vous cliquez tous, vous acceptez, mais quand vous regardez la liste des annonceurs, l'autre jour, il y en a un, j'ai pris le temps de compter, il y en avait 600. Il y en avait 600. Et toutes ces données sont croisées. J'ai un ancien doctorant qui travaille maintenant dans des entreprises qui fait ce croisement de données. Et donc on a des profils d'une précision voilà, qui sont vraiment incroyables. Donc on est dans des pays où on a relativement confiance dans le gouvernement, etc. Mais on sait que c'est pas partout pareil. Oui, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, avec tous les risques que cela comporte pour la démocratie. Et moi, je trouve tout ça aussi, il y a un intérêt culturel, on peut avec ça maintenant, pour accéder au musée, pour accéder, et sur le plan de la transition énergétique, sachant que le coût de la culture en termes énergétiques, c'est principalement les déplacements pour aller. Je vois que là, en transition énergétique, on aura tout à y gagner, c'est sûr. Et en même temps, est-ce qu'on pourra accéder facilement au musée comme on fait vous savez, après, voilà, on se pose la question, du coup, quels vont être les revenus des musées si tout le monde a le droit d'y aller gratuitement avec son casque. Si on fait payer pour aller à une visite virtuelle, est-ce que les gens vont y aller? Mais au-delà de cet aspect, je dirais, grand public et musée, ils sont dans ce projet Continuum que j'évoquais. Il y a des collègues, notamment à Lille, qui travaillent sur la reconstitution, effectivement, de sites historiques, mais à des fins de recherche historique. On peut croiser, justement... Il y a une chercheuse en France aussi qui essaie de reproduire les ambiances sonores des lieux. Et donc, oui, dans tout ce travail de reconstruction historique, à toutes les époques d'ailleurs, il y a des applications qui sont assez prometteuses. On n'a pas parlé de blockchain. C'est quoi la blockchain? Alors, j'ai évoqué, quand on parle de crypto-monnaie, blockchain égale crypto-monnaie. C'est la même chose. Voilà. Enfin, la blockchain est une technologie qui est utilisée par les crypto-monnaies. La blockchain peut servir à d'autres usages. La blockchain, c'est un registre. Hein, donc, ça peut être le registre de ce qu'il y a dans votre penderie. Mais il peut être partagé et une fois qu'une transaction a été entrée, elle est infalsifiable. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sert de base pour garder trace des transactions faites avec une monnaie virtuelle. Et un des éléments pour que ça fonctionne aujourd'hui, c'est que pouvoir avoir le droit d'ajouter à la transaction, il faut donner ce qu'on appelle une preuve de travail. Et c'est ce qui... alors dans la technologie Bitcoin spécifiquement, c'est ce qu'on appelle le mining, le minage. Ça veut dire qu'on doit faire travailler des ordinateurs pendant très longtemps pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, pour qu'on puisse prouver en fait qu'on a le droit d'entrer une nouvelle transaction. Et le problème du Bitcoin, c'est que cette preuve de travail, à chaque nouveau Bitcoin, elle est plus importante, quasiment exponentiellement, ce qui fait que l'impact
environnemental du Bitcoin aujourd'hui est équivalent à un pays. Alors, il y a quelques temps, c'était l'Islande, maintenant, ça a monté. Ceci dit, il y a d'autres technologies de blockchain qui peuvent servir à faire des crypto-monnaies qui n'ont pas ces inconvénients, en tout cas des coûts environnementaux beaucoup plus faibles et surtout qui n'augmentent pas en fonction du volume de données qui ont cette population. Je voulais juste revenir sur la notion de pourquoi on paye pas. Oui. Parce qu'il me semble que quelque part, il y a une question de valeur que l'on perçoit quand même. Ouais. Quand on est sur Spotify, surtout quand il y a de la musique, on a une valeur, parce qu'on a vraiment, on reçoit quelque chose, on écoute, bon, alors c'est peut-être avec l'ancien modèle aussi, où on achetait tout ça, mais si on ne perçoit pas de valeur, on est plus prêt à payer. Et je pense que c'est aussi, peut-être aussi bête que ça, c'est-à-dire que la notion de perception de valeur, qui est aussi même dans le monde physique, existe, et qui fait que dans certains cas, on va réussir à effectivement vendre quelque chose plus cher que le concurrent, parce que le client va percevoir qu'il y a une valeur plus importante, mais qui peut être pas forcément vraiment tangible. Donc, quand c'est un bien culturel, etc., on peut percevoir une valeur. Si je suis une personne qui apprécie ça, par ailleurs, je pense que beaucoup de jeunes perçoivent bien que derrière Facebook, derrière d'autres trucs, il n'y a pas de valeur en fait. Et que, bah oui, mais quand on était jeune et qu'on passait des heures au téléphone avec notre copine ou notre copain, il fallait payer la note. Oui, mais c'est pas le jeune qui payait. Ouais, j'ai jamais payé sur la valeur aussi, c'est vrai. Ce que l'on ne paye pas n'a pas de valeur et la valeur morale qui est derrière n'est pas du tout la même que quand j'ai payé. Il y a toute une dérive par rapport à ça qui peut s'installer. Non, je suis d'accord, mais c'est aussi le fait qu'on ne se rend pas compte qu'on paye autrement. Voilà. Et donc, et de ce point de vue, je pense qu'il faut quand même donner crédit à l'Europe d'avoir inventé le RGPD, qui a eu un impact mondial, parce que ça, c'était pas évident au départ. Mais en fait, toutes les grandes entreprises, finalement, appliquent le RGPD. D'abord, c'est plus simple pour elles de ne pas avoir à faire les choses de pays par pays. Mais en gros, on était obligés de mettre à jour leur méthode d'affaires, en fait, pour être conforme au RGPD. Et dans le RGPD, il y a beaucoup de choses. Il y a la protection, effectivement, des données personnelles. Et ça a vraiment eu un impact important. Et je pense que ce qui est en train de se faire, toujours au niveau européen, sur le DMA et le DSA, le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui régule l'intelligence artificielle, est aussi extrêmement important. Parce que bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, dans les métavers, il va y avoir de l'IA quand même, hein, ça. C'est clair. Et donc quand l'Europe dit, si vous mettez sur le marché, vous vendez, vous utilisez un système qui a de la décision automatisée avec de l'IA, il faut quand même qu'il y ait un humain responsable. Et quand je parlais de régulation tout à l'heure, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, rien que ça, ça a déjà des effets. Je trouve qu'on travaille à Paris-Saclay, un projet avec une grande entreprise et avec des banques et des assurances. Les banques aujourd'hui doivent autoriser les transactions financières. Si elles sont prises à autoriser une transaction vers un groupe terroriste, par exemple, il y a des pénalités financières qui sont gigantesques. Donc elles sont très soucieuses de faire ça bien, et donc il y a des armées de gens dont le boulot c'est d'autoriser ces transactions. Alors il y a différentes étapes, et aujourd'hui la tentation c'est évidemment de mettre de l'IA, parce que c'est le genre de truc où 80, beaucoup de pourcents, mais pas 100%, l'IA peut le faire à votre place. Mais le problème c'est que les 0,1%, ils peuvent vous coûter des milliards de dollars. Et donc ce que dit l'Europe, c'est voilà, les systèmes d'IA, et puis il y a une gradation en fonction de l'impact que peut avoir l'IA, si ça met la vie de gens en jeu, etc. Une responsabilité plus importante qui doit revenir à des personnes. Et je pense que c'est ça la clé, c'est qu'in fine, on ne peut pas être dans un monde où on va dire c'est la faute à l'ordinateur. On l'entend souvent. Très bien. Eh bien, merci. Merci à vous. Monsieur Baudouin-Lafont va nous expliquer.